Bonjour à toutes et à tous. Merci pour être. Aux personnes qui sont dans la salle et bonjour aux personnes qui nous suivent en ligne. Donc, c'est la dernière partie, troisième et dernière partie de cette conférence sur les marches du centre, les féminismes noirs en contexte minoritaire. Et aujourd'hui, il y a une petite modification parce qu'il y a un des points qu'on a vu hier et je me suis trompée sur la numérotation. Donc aujourd'hui, on va voir le cas des violences intracommunautaires, les thèmes des axes de la pensée des féministes noirs. J'ai enlevé le point 8 parce qu'en fait, on l'a vu hier. Donc on va faire les violences intracommunautaires, la question du travail, la maternité et sororité. Et on va parler d'intimité, plaisir et politique du désir. Et on va finir par la création. Donc, le point 8 a été vu hier et c'est ça qui fait la modification. Donc, on va commencer avec une lecture qui va nous être faite par Ogla et deux autres personnes d'un poème de Audre Lorde, qui est une féministe noire, poète universitaire. Et la traduction, c'est un de ses livres qui s'appelle Undersong, qui est un recueil de poèmes et qui vient d'être traduit, qui a été traduit il y a quelques mois là, en français sous le titre Contre-champ. Ce qui est intéressant dans ce recueil de poèmes, c'est qu'elle a récupéré ce travail après une catastrophe naturelle qui arrivait dans son île. Je pense qu'elle vient de la Barbade, je crois, et qu'elle a récupéré. Et après, elle a retravaillé les poèmes. Et après, il y en a qu'elle a enlevé, il y en a qu'elle a réécrit, il y en a qu'elle a modifié pour produire ce nouveau recueil. Donc, on va voir la lecture d'un des poèmes qui s'appelle Chorale pour femmes noires pour introduire la session d'aujourd'hui. Cette femme est noire et son sang est versé en silence. Cette femme est noire et son sang tombe à terre. Cette femme est noire et son sang est versé en silence. Cette femme est noire et son sang tombe à terre, comme les fiens d'oiseaux qu'emportent le silence et la pluie. Pendant longtemps, après l'arrivée du bébé, je ne suis plus sortie et je me suis sentie drôlement seule. Et puis Bouba a posé des questions sur son père. Ça m'a poussée à retrouver mon sang. Je rencontrerai peut-être quelqu'un. On pourrait faire du chemin ensemble, faire que le rêve soit réel. Une annonce dans le journal disait: besoin urgent, cherche actrice noire à auditionner pour la pièce d'un dramaturge noir. J'avais hâte de retravailler et ça semblait un bon début. En rentrant de l'école avec Bouba, j'ai répondu à l'annonce. Au milieu du deuxième acte, il m'a enfoncé un marteau dans la tête. Si tu es renversé en plein milieu du Broadway par un dicton, ta poitrine enfoncée porte la marque d'un nœud et ton foie éclate comme une balle en caoutchouc. Si tu es écrasé par un bloc de pierre, éboulé d'une colline mal étayée, ta mort porte l'empreinte du rocher. Mais quand ton petit ami méthodiquement te bat à mort de la ruelle derrière ton appartement, tandis que les voisins baissent leur store parce qu'ils ne veulent pas être impliqués, la police appelle ça un crime passionnel, pas un crime haineux. Et pourtant, je suis morte d'une foi lacérée et de l'empreinte d'un talon d'homme sur ma poitrine. Les femmes noires mortes hantent les rues tenues par les hommes noirs, payant la dîme de sang secrète et familière de nos villes. Sans des brûlures, sans des coups, sans des coupures, enfants de 7 ans victimes de viol, sang d'une grand-mère sodomisée, sang sur les mains de mon frère. Nous, les femmes, étions destinées à saigner, mais pas ce sang inutile. Chaque mois, un mémorial à mes sœurs inexprimées, tombées, gouttes rouges sur l'asphalte. Nous n'étions pas destinés à saigner, symbole ne rédimant personne. Est-ce notre sang qui rend ces villes fertiles? Je ne connais même pas tous leurs noms. Les morts de femmes noires ne méritent pas d'être cautionnées, pas assez menaçantes ni assez esthétiques pour décorer le journal du soir, pas assez importantes pour être fossilisées. Entre les manifs pour le droit à la vie et les marches contre le contrôle des armes,
Nous sommes des déchets dans la guerre de cette ville, sans médailles, sans échange de prisonniers, sans colis des familles, sans permission pour bonne conduite, sans victoire, sans vainqueur. Comment puis-je construire une nation si je crains de sortir au clair de lune, de peur de perdre mon pouvoir, si je crains de parler haut, de peur que ma langue soit coupée, mes côtes enfoncées par un costaud du coin, mon foie irriguant de sang le pavé. À combien d'autres morts survivons-nous chaque jour en prétendant être vivantes? Quelle terreur a brodé sur ta haine mon visage, quel ennemi incontesté a endossé à tes yeux ma douce chair brune, est venu armé contre toi avec mon seul rire, mon art, promesse d'espoir. Mes cheveux qui attrapent la lumière du soir, mon fils impatient de voir sa maman travailler. En première page, mon sang se fige dans les crevasses de tes doigts. Levé pour effacer un demi-sourire sur tes lèvres. À tes côtés, un policier blanc se penche sur mon fils en sang qui, se décomposant, devient ce frère qui m'a traqué en faisant sonner son marteau. J'ai besoin de toi. Pourquoi? N'y avait-il pas de meilleur endroit où creuser pour trouver ta virilité que dans mes os de femme? Et pourquoi as-tu besoin de moi, frère? Pour que j'agisse pour toi, ressente pour toi, meure pour toi? Nous avons terriblement besoin l'un de l'autre. Mais tes yeux ont soif de vengeance, nappés du sang le plus facile, et je suis la plus proche. Quand tu m'as ouvert la tête avec ton marteau, le bouilli a-t-il cessé dans ton cerveau? Le tempo a-t-il continué? La terreur s'est-elle échappée de toi comme une fureur rance une demi-sourire sur tes lèvres? Et ta virilité s'est-elle retrouvée dans mon crâne comme un poisson pris dans un filet? Ou s'est-elle répandue comme du lait ou du sang, ou une furie impuissante entre le bout de tes doigts, tandis que ton marteau fendait mes os pour laisser passer la lumière? L'as-tu touchée quand elle s'est envolée? Des cantiques d'emprunt voilent une haine mal placée, qui disent que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Un tambour brisé qui m'appelle, déesse noire, espoir noir, force noire, mer noire. Et pourtant tu me touches, et je meurs dans les ruelles de Boston, l'estomac piétiné sous le creux de mes reins, mon crâne défoncé par un marteau à Détroit, un couteau cérémoniel dans le vagin exploité de ma grand-mère, le corps brûlé découpé par commodité dans un terrain vague. Je gis dans le sang de minuit comme une ville rebelle, poussée par les bombes à une soumission feinte, tandis que nos ennemis détiennent toujours pouvoir et jugement sur nous toutes. As-tu besoin de moi soumise à la terreur? La nuit pour me couper en morceaux et les fourrer encore chauds dans des sacs près du cou de la Harlem River. On m'a trouvé gonflé de 8 mois par ton besoin. As-tu besoin de moi pour me violer dans ma 7e année, du sperme mêlé du sang au coin de ma bouche d'enfant, tandis que tu m'accuses de te séduire? As-tu besoin de moi que j'imprime sur nos enfants la destruction que nos ennemis impriment sur toi? Comme un semi-remorque ou une avalanche, nous déduisons tous deux, rapportant leur haine à la maison. Tu réapprends ce que je vaux dans une monnaie haine. Je me méfie d'un besoin qui a le goût de la destruction. Je me méfie d'un besoin qui a le goût de la destruction. Qui apprend à m'aimer? De la bouche de mes ennemis, marche au bord de mon monde. Fantôme en manteau cramoisi, et les livres des rêves parlent d'argent, mais mes yeux disent la mort. La partie la plus simple de ce poème est la vérité en chacune de nous à laquelle il s'adresse. Jusqu'où puis-je supporter de voir cette vérité? Et pourtant, continuer à vivre sans être aveuglé. Jusqu'où puis-je exploiter cette douleur? Nous ne pouvons vivre sans nos vies. Nous ne pouvons vivre sans nos vies. Merci. Merci beaucoup pour cette lecture. Donc, c'est extrait du recueil
Contre-champ de Audre Lorde, et c'est une bonne introduction pour parler de la violence intracommunautaire. Donc, on voit dans ce poème des thèmes qu'on a vus hier dans les déclarations des mouvements des féminismes noirs sur la question de la violence et comment cette violence est rationalisée comme une recherche de masculinité. On va voir un autre... Pardon. Un autre exemple, désolé, c'est le mauvais. Donc, un autre exemple de cette question de la violence, on le voit dans un recueil, un texte qui est paru en 1970, qui a été publié par le militant noir Amiri Bakara, et un recueil qui s'appelle Black World. Et on doit se rappeler qu'en 1970, c'est là où le mouvement des féminismes noirs se formalise autour d'organisations comme le Kumbaya River Collective ou The Black Woman Organization, ou sinon dans les années 70 aussi, en Europe et en France. Dans son livre « Ne suis-je pas une femme ?», Bell Hooks nous rappelle que Bakara, Amiri Bakara, qui était un leader du mouvement noir, dit très clairement que de toute façon, elle le cite, il y a les hommes blancs, il y a les hommes noirs, et après, il y a les femmes. Et qu'il dit qu'il veut instaurer un patriarcat noir, c'est-à-dire que la rédemption de la communauté noire passe par la subjugation, c'est-à-dire la domination des femmes noires pour que les hommes noirs atteignent le même niveau de pouvoir que les hommes noirs. Donc, que les hommes blancs, pardon. Donc, on voit que ce désir de créer la domination des femmes noires à travers la violence et qu'elles acceptent est vraiment lié à une question de mimétisme. Et dans le poème, Audre Lorde lit « Qui apprend à m'aimer de la bouche de mes ennemis, et pendant que nos ennemis ont toujours le pouvoir, je suis appelée reine, je suis appelée déesse noire, espoir noir, mais je ne suis pas respectée. » Et je vous rappelle que ça fait écho à la déclaration du Kumbaya River Collective qui dit dans sa déclaration « Nous refusons les piédestaux, nous ne voulons pas être des reines, nous voulons tout simplement être humaines. » Donc, dans l'aspiration ou dans le faux compliment qu'il y a derrière toutes les choses de reine, de potomitan, par exemple dans le concept haïtien, c'est une façon de mettre de la responsabilité et de valoriser un sacrifice qui ne vient pas avec de l'autonomie ou du pouvoir. Un des exemples de ça aussi, où il y a aussi la question du silence. La question du silence, c'est une question qu'on a vue hier sur la question du silence, passer sous silence que les féminismes noirs ont fait, mais aussi réclamer le silence, c'est-à-dire réclamer des femmes noires que par solidarité, elles soient silencieuses face aux violences qu'elles subissent. Pour un exemple de ça, on peut parler de ce qui s'est passé l'an dernier. Si vous avez suivi, on va prendre un exemple de la pop culture. L'an dernier, il y avait un fait divers chez les stars avec Megan Thee Stallion, la rappeuse, et Tory Lanez, qui était accusé d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion. Il est actuellement en prison. Ça, c'était aux États-Unis. Et en janvier, en France, pour ceux qui suivent le football, il y avait Benjamin Mendy, qui est un footballeur noir français qui joue en Grande-Bretagne, à Liverpool, qui était jugé pour, à Liverpool ou à Chelsea, je pense qu'il joue à Chelsea, a été jugé pour 6 chefs d'accusation pour viol. Donc voilà, donc comme j'ai dit, Tory Lanez aux États-Unis face au tir sur Megan Thee Stallion a été reconnu coupable en décembre, tandis que Benjamin Mendy, le footballeur, a été partiellement acquitté de 6 chefs d'accusation, mais il est toujours poursuivi pour les 2 autres et son procès va arriver bientôt. Dans les 2 cas, les procès et les verdicts ont donné lieu à d'importants débats et de confrontations sur les réseaux sociaux, avec des attaques sexistes et racistes ciblées contre les féminismes noirs, surtout les féminismes noirs qui sont abolitionnistes carcérales. L'abolitionnisme carcéral
C'est un mouvement politique qui vise à l'abolition de la prison, c'est-à-dire créer les conditions sociales, politiques et économiques qui font que la prison devienne obsolète. Pour reprendre un des titres de livre de Angela Davis, La prison est-elle obsolète? Donc, l'abolitionnisme carcéral, c'est un mouvement qui vise la fin de la prison et aussi, par extension, la fin de la police. Donc, les féminismes noirs qui sont abolitionnistes carcérales ont été au cœur de ces attaques car on les a accusés de « Oh, vous êtes abolitionnistes, mais là, il y a 2 hommes noirs qui sont accusés et vous ne les soutenez pas. » Donc, c'est comme si le féminisme noir devrait servir de justification à défendre des hommes qui sont accusés de violences sexuelles et sexistes extrêmement graves. Et là, je retourne à ce qu'on a vu hier avec Dashon Harrison et le livre dans Le ventre de la bête. Rappelez-vous, quand Dashon Harrison écrit « Les femmes noires, bien qu'elles soient le plus souvent décrites comme fortes et considérées comme incapables d'éprouver de la douleur, sont encore souvent perçues comme vulnérables et plus faibles, et qu'elles sont fortes parce qu'elles sont faibles, elles sont agressées parce qu'elles sont fortes, elles sont faibles et par conséquent, elles sont agressées. » Donc, quand Dashon Harrison dit ça, on peut le mettre en lien avec comment les organisations des féminismes noirs sont traitées, parce qu'elles sont accusées de ne pas vraiment être politiques, de ne pas faire de la vraie politique, donc d'être faibles, et de ne pas vraiment être radicales, parce qu'elles ne mettent pas le vrai combat, et elles sont divisibles, donc dans ce sens-là, elles sont faibles, et elles ne représentent pas vraiment la libération noire parce qu'elles sont trop spécifiques. Mais en même temps, malgré qu'on les accuse d'être faibles politiquement et de ne pas pouvoir représenter, on leur demande de réaliser, d'être fortes, c'est-à-dire elles sont fortes parce qu'elles ont une capacité de mobilisation. Donc, on leur reproche d'être faibles et de ne pas pouvoir représenter la mobilisation noire, mais en même temps, on leur dit « Oh, mais en fait, le pouvoir que vous avez du pouvoir, vous devrez l'utiliser pour protéger des personnes, souvent des hommes, noirs dans des situations parce que toute accusation contre un homme noir de violence sexuelle serait une question négrophobe ou de racisme. Ça ne veut pas dire que, en effet, dans l'histoire des États-Unis et de la France et de l'Europe, ces accusations n'ont pas été utilisées comme racistes. Mais dans notre cas, on parle de la violence intracommunautaire et dans la violence intracommunautaire, il est demandé au silence pour ne pas gâcher l'image. Donc, comme je disais précédemment, et comme aussi les déclarations des féminismes noirs et leur statut politique le rappellent, souvent il est demandé en intracommunautaire, dans un contexte de minorité, la solidarité ou le silence. Donc, les 2 seules façons d'être politique, c'est de montrer une solidarité sans faille ou au moins d'être silencieux. Mais dans les 2 cas que je viens de présenter, si certains voient dans le soutien aux victimes par les féminismes noirs qui choisissent la voie juridique quelque chose qui est contradictoire avec une politique qui est contre la prison, qui est aussi extrêmement critique du système judiciaire en Europe et en Amérique du Nord, qui est intrinsèquement raciste et sexiste. On ne peut pas penser la fin de la prison sans penser que la prison ne représente pas seulement les murs de la prison, qui fait que ces prisons ne soient pas utiles et que aussi les moyens de punir, d'apporter de la justice soient faits autrement. Mais pour qu'ils soient faits autrement, il faut aussi les moyens d'égalité, de ressources soient disponibles pour créer moins de violence. Donc ça, c'était sur les violences intracommunautaires. Là, on va passer sur un autre axe qui est extrêmement important dans la pensée des féminismes noirs. Cet axe, c'est la question du travail, la question de la force de travail. On a vu que, les organisations qu'on a vues hier, la plupart sont très proches des idées communistes, c'est-à-dire qui considèrent que le système d'exploitation qui fait le capitalisme fait qu'on doit vendre sa force de travail, c'est-à-dire qu'on doit travailler
pour assurer le fait qu'on peut payer son loyer, payer sa nourriture, etc. Et que la bourgeoisie, c'est-à-dire les personnes qui détiennent les moyens de production, les personnes qui détiennent les entreprises, utilisent ce qu'on produit pour s'enrichir parce que ce n'est pas leur propre travail qui crée la richesse, c'est le travail des travailleurs. Donc, pour parler des femmes noires et aussi concernant le travail, on va voir trois concepts qui sont assez intéressants et on peut le résumer. On va parler de tout ce qui est entre le plancher collant et le plafond de verre. Donc, on va commencer par le plancher collant parce qu'on parle souvent du plafond de verre, c'est-à-dire l'impossibilité pour les personnes en haut des positions professionnelles d'atteindre, de dépasser un certain niveau. Donc, on va commencer par le plancher collant. Le plancher collant, c'est plus sur la question de la chaîne du Caire. Et là, on va retrouver les femmes noires en situation de migration dans les pays européens. Là, sur l'image que vous voyez, vous voyez un article sur les nounous noirs, bébés blancs, sur comment l'archétype dont on a parlé avant-hier, l'archétype de la nounou, informe les positions, les postes, les possibilités de carrière où sont reléguées les femmes les plus précaires. Et quand on parle des femmes les plus précaires aux États-Unis, en Amérique du Nord, ou en France, des femmes noires les plus précaires, on parle des femmes noires de classe populaire, mais on parle souvent des femmes noires en situation de migration, que leur situation économique, leur situation aussi, le fait souvent elles sont sans papier, leurs diplômes ne sont pas reconnus, il y a parfois la barrière de la langue, mais le plus souvent, ce n'est pas la barrière de la langue, surtout en France, vu que c'est la plupart du temps, c'est des femmes issues de pays francophones où elles parlent français, donc elles sont reléguées aux positionnement et aux postes les plus marginalisés, les plus exploités de la société. Donc, on voit comment l'archétype de la nounou, de la mamie est vraiment reproduit dans les positions professionnelles. Là, vous voyez l'article sur les nounous à Paris et les bébés blancs qui font que les nounous africaines composent majoritairement la force de travail qui s'occupe des enfants, des personnes qui vont travailler dans les grands groupes, dans les grandes villes urbaines. Mais aux États-Unis, c'est souvent les personnes caribéennes. Donc, après, vous avez les lounous. Et après, au-dessus, vous avez toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, c'est-à-dire qui s'occupent des personnes âgées. Là, c'est beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de gens de la Barbade, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont pas de diplôme d'infirmière, mais qui sont tout ce qui fait le ménage, qui fait le nettoyage des personnes. Donc, ces postes qui sont extrêmement demandants, dont on ne paye pas beaucoup, ils doivent faire beaucoup d'heures pour arriver, etc. Ensuite, vous avez aussi le cas, par exemple, là, en bas à gauche de l'écran, vous voyez, c'est de l'esclavage moderne, dénonce les femmes de chambre de plusieurs hôtels d'Avignon. Donc, vous voyez, la plupart des femmes, ces femmes de chambre font la grève et la plupart de ces femmes, elles sont noires. Mais la plupart des clients ne sont pas noirs. Donc, on peut voir comment il y a une image sur la relégation dans les métiers, des ménages et du care. Il y a la sociologue Rose Mirly Joseph qui va faire son cycle de séminaire au CFGS au Cap Haïtien le 9 janvier. Je vous invite à regarder et vous inscrire. Les inscriptions seront ouvertes en fin janvier. Elle va parler de la migration et des femmes noires en migration, des femmes haïtiennes et le travail domestique des femmes haïtiennes en Haïti puis en migration, dont les recherches de Rose Mirly Joseph porte sur le parcours migratoire des femmes haïtiennes devenues travailleuses domestiques en France et son travail analyse les rapports de domination, d'exploitation et de pouvoir qui se jouent à l'intérieur du couple et dans les discours féministes autour du travail domestique. Majoritairement, parce que le travail domestique est majoritairement dévolu aux femmes. Et le travail domestique est défini par sa gratuité. Le service domestique des personnes employées par des familles
et le travail non domestique. Donc, ce qui se passe, et c'est pour ça que la chaîne du care est un concept important des féministes matérialistes, c'est-à-dire les féministes qui sont proches du marxisme, c'est que la chaîne du care, ça explique comment des femmes quittent leur province, par exemple, en Haïti, pour venir à la capitale, pour travailler, pour que des femmes dans les centres urbains puissent aller vendre leur force de travail à l'extérieur pour des emplois plus favorisés, comment ces femmes des centres urbains des pays du Sud ensuite vont dans des pays du Nord, comme le Canada, les États-Unis, la France, pour elles-mêmes devenir les travailleuses domestiques pour des familles, pour que des femmes puissent aller vendre leur force de travail dans des emplois encore plus payés. Donc, on voit que dans la plupart de cette situation, pourquoi le travail domestique, et c'est pourquoi on parle du plancher collant, le travail domestique est un enjeu des féminismes, c'est que dans le travail domestique, si c'est à chaque fois c'est des femmes qui sont employées pour faire le travail qui est pensé à cause du patriarcat comme dévolu aux femmes, c'est parce qu'il y a une déresponsabilisation et aussi une invisibilisation des hommes. C'est parce que les hommes ne font pas leur part dans le champ domestique que si la femme va travailler, il faut compenser son travail. Donc, dans ce cas, il y a ce que Rosemary Joseph appelle les managers et les ménagères, c'est-à-dire que les femmes deviennent les managers des personnes qui doivent faire le travail, parce que si le travail n'est pas fait, ils retombent sous leur responsabilité. Donc, il y a une illusion d'égalité, ce que nous dit Rosemary Joseph, surtout dans les couples qui se pensent progressistes. Cette illusion d'égalité est constatée par le fait que parce qu'ils peuvent externaliser, c'est-à-dire employer des gens pour s'occuper des enfants, faire le ménage, le repassage, ils ne voient pas, c'est comme si la personne qui fait le ménage sert d'évitement de la confrontation. Parce que si on prend quelqu'un pour faire ça, on n'est pas obligé d'avoir une conversation autour de l'égalité dans le travail domestique. On n'est pas obligé d'avoir une conversation autour du partage des tâches domestiques. Donc, on prend la route la plus facile, c'est-à-dire on va payer quelqu'un. Mais même dans le paiement de quelqu'un, il y a un désinvestissement des hommes et aussi comme s'appelle, ce qui est extrêmement courant et qui est analysé par les études féministes et les études sociologiques, de quelque chose qui s'appelle l'incompétence stratégique. L'incompétence stratégique, c'est un concept qui définit quand quelqu'un doit faire quelque chose et fait exprès d'être incompétent pour pas qu'on lui demande de le faire. Ça veut dire, par exemple, il y a souvent des exemples comme ça où des gens, on va dire, oh, tu es responsable de mettre la vaisselle dans par exemple, tu es responsable de mettre le reste de la nourriture dans le frigo. L'incompétence stratégique, c'est quand vous demandez ça à la personne, vous vous réveillez le lendemain matin, au lieu de transvaser toute la nourriture dans des Tupperware et dans des bols et de le ranger dans le frigo, la personne va juste prendre des gros bombes et le mettre dans le frigo n'importe comment. Donc, l'incompétence stratégique, et après, dans ce sens-là, beaucoup d'études montrent que les femmes, elles sont en la charge mentale pour gérer ça, elles préfèrent le faire elles-mêmes parce qu'à chaque fois qu'elles demandent, c'est fait de manière tellement ridicule que le temps de repasser derrière, ça demande plus de temps que de le faire elle-même. Donc, l'incompétence stratégique est utilisée dans ces rapports de domination pour dire « Oh, ben, tu m'as dit d'aider, tu m'as dit de faire ça, je l'ai fait, mais c'est tellement mal fait qu'il faut avoir une conversation sur « Mais comment ça se fait que tu es un adulte, tu ne sais pas comment ranger de la nourriture dans un frigo et revenir sur les bases ?» Donc, la compétence stratégique, c'est aussi de faire comme si qu'on n'est pas au courant. On ne sait pas où sont rangées les choses, on ne sait pas où est le fer repasser, on ne sait pas où est les informations, donc on ne sait rien. Comme on ne sait rien, donc l'autre personne fait ça. Donc, dans le travail domestique, dans la question du travail domestique et la question des nounous, c'est-à-dire les gens qui vendent leur force de travail dans les pays occidentaux à des familles qui peuvent se permettre, même si ce travail est cher, pour
pour compenser ça, c'est un enjeu de relation de domination entre les femmes, c'est-à-dire des femmes de classe populaire et des femmes de classe moyenne et de classe supérieure, mais aussi le grand absent des discours autour des employés de maison, ce sont les hommes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les personnes qui sont mises sous le pilori, c'est les femmes. C'est des femmes exploitent des femmes, mais la question est jamais, mais en fait, ces femmes, elles ne travaillent pas que pour les femmes du couple, elles travaillent pour toute la famille. Donc, en fait, c'est le couple, c'est que parce que dans le couple, il y a une asymétrie qui fait que on délègue, et c'est ce qu'on appelle la chaîne du care, c'est-à-dire la chaîne globale de la vente de travail capitaliste qui va des pays des Sud aux pays des Nord, qui traverse les classes, où dans les pays des Sud, il y a les mêmes mouvements, et globalement, on retrouve des femmes qui, dans leur pays, avaient des postes de classe moyenne, avaient des postes professionnels, mais parce que la migration fait qu'elles ne trouvent pas du travail, deviennent des domestiques pour d'autres femmes qui, elles, puissent faire, qui sont dans les centres. Donc, on voit que dans cette chorégraphie, les travailleuses domestiques, comme les nounous, sont une variable d'ajustement d'ajustement de temps pour le travail qu'elle effectue, mais aussi pour les positions morales et politiques que revendiquent les couples progressistes. Parce que, en fait, avoir cette solution de facilité permet de ne pas avoir la question et permet de maintenir cette illusion d'égalité. Donc, ça se retrouve dans certains discours féministes libéraux, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas très radicales sur la question du capitalisme, et où on a l'impression que le patriarcat serait incarné par seulement certains types d'hommes progressistes et conservateurs, et on n'arrive pas à voir comment le patriarcat est incarné aussi dans les dynamiques avec des personnes qui se pensent progressistes. Donc ça, c'était pour le plancher collant, c'est-à-dire les femmes les plus exploitées dans le Nord, c'est-à-dire les femmes du prolétariat, celles qui n'ont pas d'emploi, celles qui travaillent comme femmes de ménage, les caissières, les ouvrières, les femmes en situation de migration qui sont exploitées parce qu'elles n'ont pas de papier, qui n'ont pas de protection juridique, les femmes, même si elles ne sont pas en situation de migration, qui n'ont pas accès au diplôme, etc. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, après, on va passer au plafond de verre. Le plafond de verre, ça, c'est un autre concept qui est répandu, un concept, mais c'est de dire que vous montez, mais à cause de votre race ou votre genre, il y a un plafond de verre, c'est-à-dire vous pouvez voir le haut, mais vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que c'est en verre. C'est-à-dire vous pouvez voir qu'il y a encore des échelles, il y a encore des postes, mais c'est comme s'il y a un plafond qui n'est pas visible. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas arrêté, on vous laisse voir, on vous laisse pouvoir le sentir, mais vous ne pouvez pas le traverser. Donc, le plafond de verre est défini par la façon dont certaines catégories sont limitées dans leur ascension. Et je ne sais pas si certains d'entre vous regardaient la série télévisée Scandale avec Kerry Washington. Et à un moment, son père lui dit, il faut travailler 3 fois plus pour 2 fois moins. Donc, en fait, c'est des personnes qui travaillent vraiment beaucoup pour obtenir la même chose que d'autres, mais il y a un plafond de verre. Donc, ce concept de plafond de verre, c'est un concept aussi qui pose la question de libération et la question du capitalisme et de la lutte des classes. Parce que la question du plafond de verre, c'est une question de discrimination, c'est-à-dire que les femmes noires, par exemple, les femmes noires aux États-Unis sont la catégorie la plus diplômée, mais la différence sur chaque dollar qu'un homme blanc fait, une femme noire fait 63 centimes. C'est-à-dire qu'il y a une différence de revenus, il y a une différence dans les postes et il y a une différence de ce qui est demandé. Et aussi, on va plus les surveiller. Elles vont subir plus de violence. Comme là, vous voyez un extrait de London School of Economics qui dit 2 in 5 Black women have left work due to feeling of unsafe. Donc, ça veut dire, en traduction, 2 femmes noires sur 5 ont quitté leur travail parce qu'elles se sentaient en insécurité. Donc, ça se traduit par la discrimination, le harcèlement, comme on a vu dans le cas de Anita Hill, par exemple, par le fait qu'on vous demande des choses qui sont impossibles, par le fait que si vous n'êtes pas tout le temps joyeux, on vous
on vous reproche d'être agressive alors que vous parlez normalement, d'être surveillé, d'être policé, c'est-à-dire on surveille comment vous habillez, comment vous vous coiffez, aussi la discrimination à l'embauche, c'est-à-dire que des femmes sont discriminées si elles n'ont pas les cheveux lisses. Ça, c'est vraiment un enjeu. Donc ça, c'est la question du plafond de verre. Mais la question du plafond de verre pose une autre question, c'est que dans des mouvements féministes qui sont plus libéraux et pas radicaux, c'est que la question du plafond de verre est devenue le centre de la question sur les inégalités. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une compréhension du capitalisme et aussi des rapports de classe, de genre et de race sur le fait que la stratification sociale est le problème, des mouvements politiques, des mouvements qui se disent en défense des femmes noires vont centrer tout leur politique sur le fait de produire plus de femmes noires en position d'être millionnaires, etc. Mais la question pour les féminismes noirs radicaux, c'est de dire que le problème du système capitaliste, c'est que les millionnaires existent. Donc, faire plus de millionnaires qui sont noirs, ça ne va pas résoudre le problème. Bien au contraire, ça justifie l'exploitation. Donc, cette question-là, c'est une question qu'il faut maintenir en équilibre, dénoncer le fait qu'à poste égal, les femmes noires n'arrivent pas à avoir des promotions et que c'est intolérable et que c'est la discrimination, qu'elles ne peuvent pas monter dans l'échelle professionnelle à capacité égale, effectivement, mais aussi pouvoir dire que l'accession à une catégorie à plus de postes, ça ne peut pas être l'objectif d'un féminisme qui se pense radical et révolutionnaire, ça veut dire qui vise l'abolition du capitalisme. Parce que le but d'une lutte de libération, ce n'est pas la diversification de la bourgeoisie, mais c'est bien la fin de la lutte des classes, c'est-à-dire le fait que la classe bourgeoise n'existe plus. Il y a un troisième concept qui s'appelle the glass cliff, qui est traduit en français par la falaise de verre. Donc, on a vu le plafond de verre. La falaise de verre, c'est ce qu'on a vu avec la semaine dernière, Claudine Gay, qui est d'origine haïtienne, qui est la présidente de Harvard, qui était sous les feux des critiques et qu'on menaçait pour la faire démissionner. La falaise de verre, c'est quelque chose qu'on constate dans les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises du CAC 40 ou dans les institutions très prestigieuses comme Harvard, où les postes à responsabilité, c'est-à-dire être CEO, directeur, sont donnés aux minorités, aux femmes noires ou aux personnes noires, lorsqu'elles sont dans une situation irrécupérable. La falaise de verre, c'est-à-dire qu'on va donner le poste à une minorité, c'est-à-dire que la personne, elle va exploser le plafond de verre, c'est-à-dire aller au-delà du plafond de verre, mais pour se retrouver dans une situation où l'entreprise est vraiment dans une mauvaise situation. On peut prendre par exemple le fait que Twitter, X maintenant, qui perd beaucoup d'argent, etc., tout à coup, la CEO, c'est une femme. Ou que quand une entreprise est presque au bord du collapse, ben là, tout à coup, on donne le poste à une femme ou quand c'est une situation de crise. Et ça s'appelle la falaise de verre. Ça veut dire on vous donne le poste quand vraiment c'est un bourbier. C'est-à-dire si vous vous en sortez, c'est bien, mais il n'y a personne qui veut survivre à ça. Donc ça, c'est les trois choses que je voulais voir avec vous, de voir que l'analyse des positions des femmes noires, de l'exploitation des femmes noires, de la discrimination que les femmes noires subissent dans les pays occidentaux doit se faire à travers une optique de classe et de stratification de classe parce qu'il n'y a pas un groupe homogène qui s'appelle la femme noire. C'est-à-dire il y a des femmes noires qui ont différentes identités en termes de statut juridique, de migration et qui viennent de différentes classes. On a vu ici le plafond de verre et le plancher collant que pour que
pour certaines femmes des classes populaires, et ça représente beaucoup de femmes noires, la majorité, les enjeux ne sont pas les mêmes enjeux que les problèmes, enfin pour résumer, les problèmes de Michelle Obama et de Claudine Gay ne sont pas les enjeux des femmes qui sont nounous ou des femmes qui sont femmes de ménage. Et il faut avoir une analyse qui puisse comprendre que les critiques adressées aux femmes noires, bourgeoises, riches et millionnaires sont de beaucoup des critiques misogynoires, c'est-à-dire racistes et sexistes, mais il faut aussi comprendre que leur participation à la bourgeoisie a aussi des impacts sur les catégories prolétaires des femmes noires. C'est-à-dire qu'il y a aussi une relation d'exploitation à l'intérieur de ce groupe. Donc, comme on disait là, je pense que, comme je disais à la première séance ou à la deuxième séance, je ne me rappelle pas, non, hier, avec la déclaration du Kumbaya River Collective, si on se concentre sur les marges, c'est-à-dire si on se concentre sur la libération des femmes noires prolétaires en situation de migration, de fait, les femmes au-dessus vont être libres, même si elles vont perdre du statut, mais il y aura une liberté. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des choix et de dire que sa politique doit mettre au centre les personnes les plus marginalisées. Le rapport d'exploitation au travail, le rapport d'exploitation que l'État gère aussi, en fait que les États des pays comme les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne, maintiennent des populations dans des situations administratives impossibles. Et ça, c'est le cas aussi des Haïtiens qui sont en TPS ou Humanitarian Parole. Il fait qu'ils sont dans des situations juridiques extrêmement précaires. Et parce qu'ils sont dans des situations juridiques extrêmement précaires, ils ne peuvent pas avoir, par exemple, des accès à des emplois qui sont sécures, des accès à aussi des emplois qui sont bien payés, des accès à de la protection sociale, parce que même si vous avez le droit de rester légalement, comme avec le TPS ou Humanitarian Parole, parce que vous avez juste un droit de rester de 2 ou 3 ans, la probabilité qu'un employeur vous emploie pour quelque chose de long terme et vous compte comme quelqu'un qui peut avoir des promotions est extrêmement réduite. C'est-à-dire que toutes les politiques de migration participent au fait que certaines personnes sont exploitées. Parce que quand il y a, par exemple, des vides juridiques où les personnes n'ont pas de renouvellement de leur TPS, de leur titre de séjour, comme ça s'appelle en France, ben en fait, ils n'ont pas de papier. Et quand ils n'ont pas de papier, ils sont obligés d'accepter des emplois et des conditions de personnes qui leur disent « Bon, vous n'avez pas le choix, vous allez faire quoi ?» Parce que quand vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas être employé, par exemple, par la mairie de New York ou par des institutions publiques ou par, vous savez, des choses prestigieuses où ils ont besoin de vous signer un contrat ou des emplois, etc. Donc, vous allez être employé par des gens qui veulent bien employer des personnes à des emplois qui sont non déclarés et sous-payés. De toute façon, tous les emplois, dans une version marxiste, tous les emplois sont sous-payés vu que c'est l'exploitation capitaliste, mais qui sont encore plus exploités. Donc, ça, c'était quelque chose d'important à retenir sur la question du travail et comment c'est analysé dans la pensée féministe noire. Donc là, on va passer à... Voilà. Là, on va passer à la question des relations mère-fille, à la question de la parentalité et la question de les Black Motherhood, la maternité noire. Comme vous vous rappelez, avant-hier, on a vu les différents archétypes. Et on a vu comment les archétypes de la matriarche et de la mère assistée
sont imposées. Là, on va voir comment la maternité, ça veut dire le fait d'être mère pour les femmes noires est réinventé, comment aussi la relation entre les mères noires et leurs filles. C'est-à-dire que là, on va vraiment voir cette question. Donc, on va parler de cette relation qui peut être tendue, mais on va aussi parler des filles, c'est-à-dire on va parler de la parentification. Ce n'est pas vraiment un mot français, mais parentification ou en tout cas, le fait qu'on transforme les jeunes filles noires en parents et on les rend adultes très jeunes. Pour ça, on va retourner à le livre qui nous a suivis pendant ces 3 jours. On retourne avec Patricia Hill Collins et la pensée féministe noire. Donc, je vais vous lire, là, j'ai mis que un extrait. J'ai mis que un extrait de la citation, mais je vais vous lire une plus grande citation. Donc, Patricia Hill Collins, elle revient sur, on a vu ça ces 2 derniers jours, sur comment les catégories femmes noires, femmes blanches sont différentes. Donc, Patricia Hill Collins nous dit, contrairement aux femmes blanches, symbolisées par une belle apparence, des cheveux longs, les femmes noires n'ont pas bénéficié de la protection des hommes. Dans ces conditions, les mères noires s'efforcent d'enseigner à leurs filles des compétences qui leur permettent d'aller n'importe où. Les autobiographies et les fictions de femmes noires peuvent être lues comme des textes révélant les multiples façons dont les mères afro-américaines cherchent à protéger leurs filles des exigences de la politique sexuelle américaine en tant que femmes noires. Donc là, je vais continuer sur une analyse que Patricia Hill Collins des relations des femmes noires avec la parentalité et avec le fait d'être des mères. Les femmes noires qui ont des filles font face à un dilemme troublant. D'une part, afin d'assurer la survie physique de leurs filles, les mères doivent leur enseigner à s'insérer dans la politique sexuelle de la féminité noire. Les mères ont peut-être assuré ainsi la survie physique de leurs filles, mais au prix de leur destruction émotive. Comprendre cet objectif d'équilibrer l'impératif de survie physique de leurs filles avec les encouragements à surmonter les limites de la politique sexuelle de la féminité noire permet d'expliquer plusieurs contradictions apparentes dans les relations mère-fille chez les femmes noires. Les mères noires diasporiques sont souvent décrites comme étant très strictes et surprotectrices. Pourtant, ces mêmes femmes réussissent à élever des filles autonomes et sûres d'elles. Pour expliquer cette contradiction apparente, Laura Wade Gale laisse entendre que les mères noires ne socialisent pas leurs filles à devenir passives ou irrationnelles. Au contraire, elles socialisent leurs filles à devenir indépendantes, fortes et à avoir confiance en elles. Les mères noires sont d'une protection étouffante et dominatrice précisément parce qu'elles sont déterminées à faire de leurs filles des personnes entières et épanouies dans une société qui dévalorise constamment les femmes noires. Les mères noires accordent une grande importance à la protection, soit en essayant de protéger leurs filles le plus longtemps possible des inconvénients liés à leur statut méprisé, soit en leur enseignant des habitus d'indépendance, d'autonomie qui leur permettront de se protéger elles-mêmes. Là, pour parler de, contrairement aux dans ces conditions, les mères noires tentent d'enseigner à leurs filles des habilités qui leur conduiront partout. Et ensuite, Patricia Hill Collins parle de la mère de Michelle Wallace. Michelle Wallace est une grande écrivaine noire américaine et une intellectuelle. La mère de Michelle Wallace a érigé des barrières autour de son adolescence fonceuse qui l'inscrivant dans un pensionnat catholique pour les filles difficiles. Michelle Wallace dit y être allée volontiers. Michelle Wallace dit « À l'époque, j'aurais été en enfer plutôt que vivre avec ma mère ». Des années plus tard, son évaluation de la décision de sa mère, elle dit « Je pense que son sentiment d'impuissance l'a poussée à poser des gestes radicaux ». Donc ça, c'est extrait du chapitre « Les mères, les filles et la socialisation pour la survie » du livre La pensée des féministes noires. Donc là, on voit qu'est-ce que l'analyse de Patricia Hill Collins nous dit, déjà dans la première partie. Elle dit que
les femmes noires qui ont des filles font face à un dilemme troublant. D'une part, afin d'assurer la survie physique de leurs filles, les mères doivent leur enseigner de s'insérer dans la politique sexuelle de la féminité noire. Les mères ont peut-être assuré ainsi la survie physique de leurs filles, mais au prix de leur destruction émotive. Ce que dit ce paragraphe, c'est que dire, quand elle dit de s'insérer dans la politique sexuelle et féminité noire, là, on parle du contrôle des corps. Ça veut dire qu'il y a une sursurveillance du corps des jeunes filles noires, ça veut dire à leur dire de tout le temps être sur les gardes et leur dire qu'elles sont responsables de leur corps au très jeune âge, etc. Donc ça, c'est fait pour assurer leur protection physique contre les abus, contre etc. Mais comme le dit beaucoup d'autrices, mais comme le dit aussi Patricia Hill Collins et comme le révèlent les études, ça détruit aussi émotionnellement. Et c'est aussi de la pression psychologique. Parce qu'avoir quelqu'un qui constamment vous rappelle de ne pas vous habiller comme ça, que votre corps il est trop, vous ne pouvez pas vous tenir comme si, vous devez être attention, vous devez faire attention de ne pas être trop, comment ça s'appelle, trop rapide, pas être quelqu'un qui, voilà, trop grand moon, etc. C'est que peut-être ça a assuré votre protection physique de vous inclure dans la politique sexuelle, c'est-à-dire vous indiquez comment marche le monde, mais ça détruit émotionnellement, psychologiquement et aussi ça détruit la confiance de soi parce que dans cette inclusion dans la politique sexuelle, ça vient avec des remarques qui sont coloristes, qui sont grossophobes, ça veut dire sur ce qu'on mange, comment les cheveux sont présentés, ne pas rester au soleil, avec qui, comment on peut s'asseoir, etc. Donc, c'est le dilemme qu'elles font face. Et ce jeu d'équilibriste est fait parce qu'elles ont conscience qu'une fois sorties, elles ne peuvent pas vous protéger et que le monde dehors vous attend avec seulement de la violence, comme on a lu le passage du poème de Audre Lorde. Et quand elle cite Michelle Wallace, qui est devenue une grande figure des féminismes noirs, qui est une grande intellectuelle, Michelle Wallace, qui dit que quand sa mère l'a envoyée dans un pensionnat de filles, parce qu'elle avait l'impression que Michelle Wallace était trop, voilà, qu'elle faisait trop, alors que Michelle Wallace avait l'impression qu'elle essayait juste de profiter d'être un enfant, de découvrir des choses. Michelle Wallace dit que quand sa mère lui a dit qu'elle l'enverrait en pensionnat, c'est-à-dire loin d'elle, elle dit que à l'époque, j'aurais été en enfer plutôt que vivre avec ma mère. Donc là, il faut comprendre le degré de vivre dans une relation domestique où vous avez l'impression, et souvent, c'est ce qui relève dans les biographies et la fiction, que beaucoup de jeunes filles noires, de femmes noires, ont l'impression que la première personne qui les a bullies, c'est-à-dire la première personne qui les a, comment ça s'appelle, terrorisées émotionnellement, même si ce n'est pas physiquement, c'est-à-dire leur a fait prendre conscience de peut-être leur corps, de la couleur, c'était leur mère. Et que ça a créé une relation extrêmement tendue. Et plus elles grandissent, elles se rendent compte de pourquoi elles ont fait ça. Et comme dit Michelle Wallace, elle renvoie le fait que parce qu'elles sentent qu'elles sont impuissantes, elles vont pour des choix radicaux. Pour des choix qui sont parce que c'est comme si elles préparaient les gens à aller à la guerre. Mais un enfant, on ne peut pas le préparer comme étant un soldat, parce qu'un soldat n'est pas traité avec compassion. Et qu'on revient à la définition, par exemple, de l'amour de Bell Hooks dans son livre à propos de l'amour et comment l'amour doit être enseigné aux enfants. Bell Hooks dit, et aussi dans les relations adultes, Bell Hooks dit l'abus et l'amour ne peuvent pas coexister. Et Bell Hooks explique que l'un des problèmes que pose la façon dont on apprend ce qu'est l'amour, surtout qu'on grandit, c'est qu'on nous explique que quelqu'un peut faire de l'abus émotionnel, physique sur vous, c'est-à-dire vous battre, mais que cette personne vous aime. Qui fait qu'il y a une contradiction sur ce fait-là. Et cette contradiction mène à
à des relations qui sont à la fois extrêmement intenses et qui sont intenses parce qu'elles sont dans un contexte de violence. C'est-à-dire, elles sont intenses parce que le monde est violent contre les femmes noires et que et ce n'est pas une généralisation parce qu'il y a des mères qui sont juste des mauvaises mères, hein, ça existe, mais dans une volonté de protéger, mais en étant conscientes qu'elles n'ont pas le pouvoir de protéger, elles vont pour ceci est un bootcamp. Mais le problème, c'est que les enfants, ils ne peuvent pas être élevés comme si c'était un bootcamp. Ils ont besoin d'un peu d'explications et pas ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, etc., etc. On peut voir comment la question des relations mère-fille est vraiment très présente dans la pensée féministe noire sur la question de réinventer. Il y a beaucoup de choses autour de comment on fait pour faire en sorte de moins adulfier, c'est-à-dire de moins rendre adultes et de mettre moins de responsabilités sur les petites filles noires, sur les filles noires, surtout les filles aînées, pour les pas les traiter comme des jeunes adultes et pour pas non plus les surveiller avec leur corps. Et au lieu de les surveiller avec ce qu'elles portent, comment elles sont, il faudrait avoir des conversations avec les adultes qui ne devraient pas avoir certains regards sur le corps de personnes qui ne sont pas des adultes. Et aussi, il y a la question du fait d'avoir des personnes qui sont vues comme adultes alors qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire que des études montrent qu'en moyenne, on donne 3 à 4 ans de plus à une jeune fille noire, surtout quand elle est adolescente, de ce qu'elle a comparé à ce qu'on donne à les jeunes filles blanches et qu'on prête aux jeunes filles noires plus d'intention adulte. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles savent ce qu'elles font. Elles savent. C'est-à-dire que même si dans des relations de pouvoir avec des adultes, on dit, elles savent. C'est-à-dire qu'elles ne sont jamais des enfants. Elles n'ont pas la possibilité d'être des enfants en termes de responsabilité, mais en termes aussi de ce qu'on projette. Et ces relations mère-fille sont au cœur de beaucoup de productions intellectuelles, mais aussi au cœur de productions cinématographiques, de relations compliquées, de relations qui peuvent être toxiques. Bien sûr, ici, vous avez le dernier film de Jessica Gineus de Freda, mais il y a dans la littérature en diaspora, en contexte minoritaire, c'est vraiment quelque chose dans la littérature. Par exemple, Toni Morrison est obsédé par cette relation avec Beloved, Sula, la plupart, L'œil le plus bleu. La plupart de ses romans revisitent encore et encore et encore cette relation. Les romans de Edwige Danticat aussi sont très dans cette relation qui peut être en friction. Son dernier recueil de poèmes, Everything Inside, revoit ça. L'œuvre, ça c'est en diaspora. Ici, on a l'œuvre de Yannick Lahens avec Bain de lune aussi qui voit cette relation. Et en cinéma, dans le contexte français, il y a ce magnifique film de Alice Diop qui s'appelle Saint-Omer. Et dans Saint-Omer, on a un duo mère-fille extrêmement compliqué, qui est coincé dans un silence, c'est-à-dire que la personnage principale dans ce film, si vous avez l'occasion de le voir, je pense qu'il est en streaming sur des plateformes. Le personnage principal, ça vient d'un fait divers et en procès pour avoir tué sa fille de 5 ans et l'avoir laissée sur une plage, c'est-à-dire qu'elle l'a laissée à la mer. Et dans le procès, et ça c'est un fait réel, elle a plaidé non coupable du fait de sorcellerie. La dame est d'origine sénégalaise et pendant tout le film qui se passe durant le procès, on a cette danse, on va dire, entre la personne qui est accusée et elle parle de sa relation avec sa mère, la façon dont ils n'ont jamais parlé, qu'elle était beaucoup plus proche de sa grand-mère, qu'ils ont une relation silencieuse, qu'elle ne sait pas comment exprimer et que sa mère est la seule qui est venue au procès, son père n'est pas venu. Et qu'il y a cette situation, sa mère ne comprend pas, sa mère elle dit non, ça ne peut pas être ma fille, et en même temps, sa fille lui reproche des choses. La mère de l'accusé, c'est celle qui est debout avec le maillot
marron. Et sa mère, c'est la dame qui est à côté de Rama, celle qui a la chemise verte. Dans le film, Rama, c'est une journaliste et elle vient couvrir le procès. Elle aussi, elle est noire. Elle aussi, elle a une relation compliquée avec sa mère. Et là, pendant le procès, elle parle avec la mère de l'accusé. Et elle a cette relation bizarre où elle a l'impression de voir que la mère de l'accusé a une relation avec elle comme la relation problématique qu'elle a avec sa propre mère. Et pendant le film, il y a des flashbacks de la jeunesse de Rama où on la voit avec sa mère qui va au travail, qui fait à manger, mais elle ne se parle jamais. Il y a un silence de plomb. Et on voit sa mère qui se démaquille, qui a l'air vraiment très malheureuse, qui travaille beaucoup dans des cités dortoirs en France, qui se regarde dans le miroir, qui n'a pas l'air vraiment... et qui est juste là, une ombre d'elle-même, et Rama qui la regarde, mais qui ose rien dire. Et ça, ce film, c'est vraiment un très beau film, et c'est aussi un très beau film sur les femmes noires dans les milieux intellectuels et comment ça peut détruire votre âme. C'est un très beau film, et c'est un très beau film aussi sur les relations compliquées qu'il y a dans un contexte d'exploitation, dans un contexte de minorité, dans un contexte où les mères essayent de faire que les filles fassent mieux qu'elles, mais qu'après, ça crée des distances et que la distance est émotionnelle, et ce qui reste, c'est la distance émotionnelle qui a été mise. Donc, maintenant, on va passer à parler. Donc, on a vu l'axe, on a parlé de la violence intracommunautaire, on a parlé du travail, on a parlé de la relation mère-fille. Donc, un autre axe important des féminismes noirs, c'est la question de la désirabilité du corps, du plaisir, etc., etc. Donc, là, on va parler de ça. On va retourner avec le livre de The Belly of the Beast, The Poetic of Anti-Fatness as Anti-Blackness, donc dans le ventre de la bête, poétique grossophobe comme une poétique négrophobe. Alors, juste pour faire un petit résumé, hein, pour se rafraîchir la mémoire, donc là, on est dans cette troisième partie sur les axes importants, enfin certains des axes, il y a d'autres axes, on va dire, mais certains axes pour avoir une vue d'ensemble des questions sur des questions des féminismes noirs. Et pour résumer, une partie de ce que j'ai dit, surtout sur la question de la parentalité, sur la question du travail et sur la question de l'exploitation, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. La reproduction sociale est une partie extrêmement importante de l'imbrication des systèmes que sont la suprématie blanche, le capitalisme et le patriarcat. Il y a Ogla qui va lire un extrait de mon livre « Et maintenant le pouvoir », un horizon poétique afroféministe qui est paru en 2022 aux éditions Cambourakis. Donc, Ogla va lire un extrait du livre qui résume à peu près ce que je disais sur la question de la reproduction sociale. Merci, Ogla. Le patriarcat est un système dans lequel la domination des hommes sur les femmes et les enfants du foyer s'étend dans toute la société à travers la loi, les institutions, la morale et le contrôle social. Si, pour reprendre la célèbre phrase de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, les hommes aussi doivent devenir des hommes pour assurer la reproduction sociale du patriarcat et sa normalisation. C'est une évidence que l'éducation est un élément central de l'incorporation précoce des normes de genre. La répétition des petites phrases comme « les garçons ne pleurent pas » ou « les filles sont sages » par les parents, les éducateurs, éducatrices et la société insufflent des rôles de genre et normalisent la relation de pouvoir, de domination et d'exploitation des hommes sur les femmes.
Les hommes apprennent non seulement à ne pas être des femmes, mais aussi à mépriser ces dernières d'une manière ou d'une autre. Cette haine explique d'ailleurs en partie l'homophobie violente envers les hommes qui ne sont pas conformes aux normes de genre, ainsi que la transphobie. Comme tous les autres systèmes de domination, le patriarcat a besoin d'un récit pour légitimer les rapports de pouvoir. Ce récit a changé au fil du temps. La religion, la science ou même la culture ont été convoqués pour expliquer la domination naturelle et normale sur les femmes et légitimer par conséquent le pouvoir naturel et normal des hommes sur la reproduction sociale, leur accès au corps et à l'esprit des femmes. Cet accès n'est pas une simple question sexuelle, elle est politique et économique car la subordination organisée des femmes permet aux hommes de contrôler la reproduction sociale de la société. Pour que la domination, la mise en compétition pour le bien-être et la captation des ressources perdurent, encore faut-il qu'il y ait des personnes à dominer et à exploiter. Il faut constituer à chaque étage du système d'exploitation qu'est le salariat, des bataillons de prolétaires et de précaires, de managers et de dirigeants. Ces personnes doivent naître et être nourries. Elles doivent aussi être éduquées pour adhérer à minima aux normes sociales. Partout dans le monde, la reproduction sociale est assurée très largement par les femmes. La théorie de la reproduction sociale a été développée par plusieurs théoriciennes féministes et marxistes. On la retrouve dans le travail de Sylvia Federici, Angela Davis, Claudia Jones, Nancy Fraser ou encore Titi Bhattacharya. Cette théorie permet de combler les oublis de Marx dans la définition de ce qui est compris comme le travail. L'idée fondamentale de la théorie de la reproduction sociale est, pour l'exprimer simplement, que le travail humain est au cœur de la création ou de la reproduction de la société dans son ensemble. Merci beaucoup, Ogla. Donc ça, c'est pour le résumé de ce que j'ai dit sur la question de la reproduction sociale, un concept extrêmement important dans les féminismes matérialistes, c'est-à-dire les féministes qui essayent d'infuser une meilleure théorie, on va dire, des relations de genre dans la compréhension du système capitaliste et aussi qui considèrent que le travail domestique fait partie aussi intégrante de l'exploitation du travail. Donc, on va revenir à où on en était. Donc, maintenant, on est sur la question du capital de désirabilité et sur le désir. On revient au livre de Dashon Harrison et cette citation que j'ai traduite de Dashon Harrison dans son livre qui nous dit « Ne vous méprenez pas, la baisabilité en tant que désir, possibilité, ne signifie pas que tous les corps jugés baisables sont humanisés. Le fait d'être baisable est déterminé par quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Il s'agit donc entièrement de savoir si les autres ressentent ou non du désir en vous. Ce désir ne doit pas être nécessairement s'accompagner d'une politique réfléchie. Il peut très bien s'agir d'un fétiche fondé sur le désir de ne voir dans les personnes grosses que des objets sexuels incapables d'être plus. » Donc, Dashon fait là une analyse des rapports au corps des personnes grosses et du fétiche. Mais Dashon Harrison a un concept extrêmement important qui s'appelle le capital de désirabilité. Et qu'est-ce que le capital de désirabilité? Donc, le capital de désirabilité est défini par Dashon Harrison, pas en termes d'identité. Donc là, on est différent de ce qu'on a vu hier avec le concept de politique d'identité de Kumbaya River Collective, mais comme un ensemble de ressources, de positions accessibles par une personne. Donc un capital, vous connaissez le capital financier, le fait d'avoir accès à de ressources. Si vous avez un capital financier de 2 000, 3 000, 6 000 $, ça veut dire que vous avez quelque chose que vous pouvez échanger
contre autre chose qui constitue un bien. Donc, le capital de désirabilité défini par Dashon Harrison est défini selon des critères racistes, grossophobes, hétérosexistes, classistes et validistes. Ça veut dire que le capital de désirabilité, c'est le capital de comment la société vous désire. Et le capital de désirabilité n'a rien à voir avec comment les personnes se perçoivent. Le capital de désirabilité est défini par les notions de beauté et de laideur. Et ce que Harrison nous dit, c'est que la notion de beauté et de laideur est aussi un construit social, parce qu'on a bien vu que ce qui est considéré comme beau et attirant évolue en fonction des cultures et en fonction du temps. Il y a une période en Occident, être rond était vu comme désirable, mais maintenant, en 2023, c'est être mince et extra mince qui est vu. Donc, comme on l'a expliqué dans la session numéro 1 sur les théories et sur les assignations, aucune assignation et catégorie n'est stable, ça veut dire elle évolue en fonction du contexte historique, en fonction de l'évolution des processus historiques et en fonction aussi dans quel système de production de richesse on est. Donc, le capital de désirabilité est défini par les notions de beauté et de laideur, et Harrison insiste sur le fait que ces deux concepts qu'il utilise avec la majuscule, beauté en majuscule, laideur en majuscule, pour mettre l'accent sur le fait que ce soit des concepts et non pas comment les personnes se représentent elles-mêmes. Quelqu'un peut se sentir beau ou laid, c'est personnel, mais il y a des critères mis par la société qui considèrent qui est-ce qui est beau ou pas. Et ces critères, on peut les retrouver, par exemple, dans ce qui nous est donné à consommer dans les médias. Ça veut dire ce qui nous est donné à consommer dans les films, dans les clips de télé, dans les pubs promotionnelles. Il y a une déclaration, il y a quand même un implicite sur ce qui est considéré comme désirable. Vous pouvez analyser dans les films ou dans les productions surtout visuelles à quoi ressemblent les méchants et à quoi ressemblent les gentils. Et vous pouvez voir à quoi ressemble dans les films romantiques la personne dont tout le monde est amoureux et à quoi ressemble la personne dont personne n'est amoureux. Donc, ça veut dire qu'il y a une image qui est du moins présentée comme pouvant être acceptée comme, si ce n'est universel, comme compréhensible pour une large majorité que cette personne est belle. Ça veut dire que si des marques comme L'Oréal, Chanel, Dior choisissent certaines personnes pour les représenter, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a quand même un consensus sur que ces personnes représentent l'image de beauté, de désirabilité, de luxe que ces marques veulent projeter. Donc, le capital de désirabilité peut être exemplifié dans les relations romantiques et sexuelles, et il s'appuie pour théoriser ça sur les théories des féminismes noirs pour rappeler qu'être vue comme, je le dis comme on voit dans la citation, comme baisable, ce n'est pas la même chose que d'être vu comme désirable. Le capital de désirabilité n'est pas équivalent à quelqu'un qui veut accéder juste à votre corps. Le capital de désirabilité, c'est d'être désiré comme un humain et avoir désiré émotionnellement. Ça veut dire que le capital de désirabilité mobilise quelque chose comme un capital financier que vous pouvez utiliser pour avoir accès à des choses qui vont vous servir. Alors que ne pas avoir accès à ce capital ou être limité par ce capital fait en sorte que vous êtes marginalisé. Donc, le capital de désirabilité fait en sorte que moins qu'une personne a ce capital de désirabilité, plus cette personne est sujette aux violences sous forme symbolique, matérielle, psychologique ou émotionnelle. Les formes symboliques, c'est-à-dire être mis à l'écart, ça veut dire que les gens ne vont pas vouloir prendre des photos avec vous, c'est-à-dire que c'est des formes symboliques. Des formes matérielles, ça va être, par exemple, qu'il y a eu une époque, mais il y a aussi toujours des personnes qui perdent leur travail dans
des pays comme la France s'ils n'ont pas des cheveux lisses ou comme aux États-Unis. Donc ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès à quelque chose et vous subissez quelque chose qui a des conséquences matérielles, mais souvent des conséquences psychologiques et émotionnelles. Et là, on revient sur le sujet dont on abordait hier, le colorisme, et le fait qu'on ne peut pas analyser le colorisme ni ses répercussions, c'est-à-dire la question du blanchiment de la peau, sans penser le fait que avoir une certaine carnation revient à un capital qu'on peut mobiliser pour avoir accès à certaines ressources et que les personnes qui ne peuvent pas avoir ça essayent d'accumuler ce capital pour avoir accès aux mêmes ressources, même si ce capital est fait de manière, comme on dit, non naturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas la carnation dans laquelle ils sont nés. Donc, le capital de désirabilité aussi explique que des personnes qui sont vues comme désirables, qui sont vues comme attirantes, qui sont vues comme belles, avec la beauté comme c'est socialement accepté, bénéficient du doute. C'est-à-dire ils ont le bénéfice du doute, de l'innocence, de la valeur morale. Et je vous enjoins à penser à tout ce qui est dans les expressions communes autour de la laideur. Que quand quelqu'un est laid, on a l'impression que si quelqu'un n'est esthétiquement pas plaisant, il serait capable de faire des choses comme si son physique revêt sa qualité morale. Mais quand quelqu'un est attirant, on va lui dire « Oh non !» Et c'est souvent cette façon dont on peut dire que si des personnes présentent bien, on ne va pas imaginer qu'ils feraient ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est comme si l'apparence physique, qu'on doit juger des livres à leur couverture, l'apparence physique dit quelque chose de la valeur morale, de l'éthique morale des individus. Donc, c'est comme ça que le capital de désirabilité est déployé au jour le jour, où des personnes, en fonction de leur physique, on va leur prêter des intentions, des façons d'être, on va être moins suspicieux en fonction d'un physique qui est vu attaché à quelque chose d'attirant. Mais attirant, ce n'est pas juste esthétiquement, c'est-à-dire socialement. Et on peut voir comment il y a de la stigmatisation autour de certaines façons de se présenter. Et certaines façons de se présenter, ce n'est pas seulement sur le colorisme, mais c'est sûr, est-ce que la personne a des locks? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des locks ou pas avoir des locks? C'est-à-dire qu'il y a des valeurs morales qui sont liées à certaines façons d'avoir ses cheveux et à certaines façons d'avoir ses cheveux s'ils sont naturellement lisses ou pas naturellement lisses, ou s'ils sont naturellement bouclés, ou s'ils sont défrisés ou pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de catégories de stratification autour de ça. Aussi, on peut voir comment ça joue sur la question de la grossophobie où les personnes minces, naturellement minces ou pas naturellement minces, sont vues avoir une capacité morale à être mieux discipliné. C'est-à-dire qu'on imagine que quelqu'un qui est plus gros, c'est parce qu'il manque de discipline. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs morales qui sont liées à certains physiques. Même si la personne, tout le temps, elle aura toujours été mince, c'est-à-dire toute sa vie, elle peut manger, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils ont des corps, mais on a l'impression que leur corps représente moralement leur faille morale. Ça veut dire que des personnes sont vues comme ayant une faille morale, ayant un manque de discipline, que ce soit un manque de discipline par rapport à la nourriture, par rapport à l'activité sportive, alors que quelqu'un, on ne sait pas comment, pourquoi, si c'est juste s'il est mince ou pas, on va prêter naturellement une idée de plus discipliné et on va prêter à d'autres personnes le fait d'être peut-être fainéant, de ne pas être assez, des bonnes personnes. Donc, pour comprendre le capital de désirabilité, c'est aussi de comprendre quel est le rapport avec le corps et le rapport à comment des personnes essayent de transformer ce capital de désirabilité. Et c'est un point important aussi dans la pensée des féminismes noirs sur la question du désir et du plaisir, etc., vu qu'il y a beaucoup de discours féministes sur le fait de est-ce que les femmes portent du maquillage pour plaire aux hommes, à qui, à elles-mêmes, etc. On ne peut pas comprendre comme je l'ai expliqué, tout est en relation. Donc, on doit comprendre la relation entre ce qu'il y a à gagner en termes de ressources,
de positionnement et de statut à ressembler à quelque chose. Et ce qu'il y a à perdre, et les coûts, et qui peut absorber les coûts. Est-ce que tout le monde peut absorber les coûts de la marginalisation du fait du physique? Il y a certaines personnes qui peuvent absorber ces coûts et même qui viennent d'une esthétique particulière. Tout le monde a une esthétique et c'est Judith Butler, la philosophe féministe, qui dit ça, c'est que tout le monde performe une forme d'esthétique. Et même les personnes qui disent qu'ils ne sont pas très portés sur leur esthétique, c'est une forme d'esthétique. Et on va voir que, par exemple, des personnes qui sont dans des catégories intellectuelles, des catégories universitaires, intellectuelles supérieures, ou les personnes, par exemple, vous pensez aux gens qui sont dans les startups, etc. La forme d'esthétique, c'est de dire je ne me soucie pas de mon esthétique. Mais être un professeur d'université ou avoir l'air de ne pas se soucier de son esthétique, c'est aussi un positionnement intellectuel et un positionnement politique pour dire le capital que j'ai en termes symboliques, ça veut dire le fait que je suis reconnue, que quelqu'un peut être reconnu comme intellectuel, comme universitaire, il peut échapper à ne pas se soucier de son esthétique. Un millionnaire peut échapper, Mark Zuckerberg, il peut porter des t-shirts noirs tous les jours, tout le monde sait qu'il est Mark Zuckerberg. Donc, qui peut échapper à ça? Alors que certaines personnes, la façon dont ils se présentent, du fait qu'ils ont peu de capital, que ce soit symbolique, on a parlé hier de qu'est-ce que le capital symbolique, des choses qu'on ne peut pas toucher, mais qui sont l'ordre des diplômes, des positionnements, de votre relation avec qu'ils ont peu de capital symbolique, qu'ils ont peu de capital économique, il y a la façon dont ils se présentent, leur corps et leur visage et leur carte de visite, parce qu'on ne va pas leur faire crédit d'autre chose. Mais certaines personnes, du fait qu'ils ressemblent à un certain type d'individu, ils peuvent se laisser aller sur d'autres aspects parce qu'on va leur donner crédit d'autres choses. Et c'est pour ça que vous verrez que certaines personnes peuvent se permettre d'être un peu comme ça, mais tout le monde va dire « Ah, c'est OK ». Mais que d'autres personnes doivent être toujours sur un certain maintien pour être perçues comme sérieux. Pour être perçues comme sérieux. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce et ça, c'est beaucoup plus appliqué aux femmes. Ça veut dire qu'il y a des façons dont les femmes ne sont pas vues ne sont pas prises sérieusement socialement si elles ne prennent pas soin de leur physique, mais d'une même façon, si elles prennent trop soin de leur physique, dans certaines catégories qui sont vues extrêmement masculines et intellectuelles, elles ne sont pas prises au sérieux. C'est-à-dire s'il y a une femme qui est extrêmement féminine, avec rouge à lèvres, longs ongles, etc., et elle est dans les domaines scientifiques intellectuels, elle va être discriminée parce qu'on ne va pas la prendre au sérieux, parce qu'on va dire qu'elle prend trop de sens sur son physique. Donc, vous verrez que les intellectuels, etc., ils ressemblent à peu près aux mêmes choses, c'est-à-dire ils portent peu de maquillage, ils sont habillés en noir, etc. Et dans le domaine professionnel, vous verrez que plus une femme monte pour être CEO, plus la façon dont elle s'habille devient de plus en plus proche de ce qu'on attend d'un ascétisme, c'est-à-dire d'une façon extrêmement très régulée de s'habiller. Et de la même façon, on va attendre que des femmes qui sont habillées extrêmement féminines d'être extrêmement superficielles. C'est-à-dire qu'on va s'étonner que Cardi B, par exemple, peut avoir un discours sur l'histoire américaine ou que des personnes qui sont vues comme féminines soient extrêmement frivoles ou ne réfléchissent pas. Et c'est pour ça que le film Barbie était très intéressant et très drôle pour ça. On va passer pour parler d'un autre concept que les féminismes noirs et Audre Lorde, on a commencé avec Audre Lorde, est souvent utilisé comme quelque chose qui est lié à la sexualité, mais qui peut être utilisé sur quelque chose qui peut être politique. Et ça, c'est un des aspects des féminismes noirs, c'est de prendre des concepts souvent utilisés dans le langage commun et de les renverser, de les radicaliser politiquement et de les transformer. Et on va parler du concept de l'érotisme comme pouvoir. Donc, il n'y a pas toute la citation en entier. La citation en entier de Audre Lorde, qui vient de un des essais de Sister Outsider,
Elle dit la chose suivante. L'érotisme agit pour moi de plusieurs façons. Et la première, c'est de me donner la force, cette force issue du vrai partage d'un collectif quelconque avec une autre personne. Une autre fonction importante du lien érotique, c'est de souligner ouvertement et sans crainte ma capacité à éprouver de la joie. Cette introspection partagée donne la mesure de la joie que je suis capable d'éprouver et me rappelle ma capacité émotionnelle. Et cette connaissance profonde et irremplaçable de ma capacité à éprouver de la joie exige que toute ma vie soit vécue en sachant qu'une telle satisfaction est possible et qu'elle n'a pas besoin de se nommer mariage, Dieu ou vie après la mort. C'est une des raisons pour laquelle l'érotisme est tellement craint et souvent relégué à la chambre à coucher dès qu'on reconnaît un tant soit peu sa puissance. Parce qu'une fois que nous commençons à exiger de nous-mêmes et de nos engagements qu'ils soient en accord avec cette joie dont nous savons capables, notre savoir érotique nous donne de la force. Il devient une lentille à travers laquelle nous scrutons tous les aspects de notre existence, nous obligeant à évaluer honnêtement leur sens dans nos vies. Et c'est là une lourde responsabilité pour chacune de nous, de ne jamais se contenter de la facilité, de la pacotille, du conventionnel attendu ou de la sécurité. Donc, dans cette citation et dans ce texte qui s'appelle Essai sur la poésie, l'érotisme, le racisme et le sexisme, Audre Lorde nous propose une contre-politique du désir et de la désirabilité. On a vu le capital de désirabilité. Donc, Audre Lorde, qui est née bien avant et décédée avant Dashon Harrison, nous propose une contre-politique du désir et de la désirabilité en changeant le point focal. Il ne s'agit plus d'expliquer notre exclusion de la désirabilité. Il ne s'agit plus d'essayer de fit, c'est-à-dire il ne s'agit plus d'essayer de se rapprocher des canons en termes de blancheur, de minceur, etc. Il ne s'agit pas de chercher une porte d'entrée, mais de faire dissidence, c'est-à-dire d'être dissidence, de refuser les normes de désirabilité qui restent intrinsèquement liées au système raciste, misogyne, grossophobe, etc. Vouloir être désiré, désirer le désir, ne sont pas des objets d'une contre-politique, parce que ça, c'est des objets personnels et c'est en fonction des individus. L'objet de la contre-politique des féminismes noirs est la question par qui il faut vouloir être désiré, par qui nous voulons être désirés. Une contre-politique de la désirabilité permet d'organiser la dissidence face à ce que Adrienne Rich, qui est une universitaire intellectuelle des féminismes, décrit comme l'hétérosexualité compulsive. On en a parlé hier de l'hétérosexualité compulsive, c'est-à-dire que toute la société est organisée autour de la question hétérosexuelle, qui pousse toutes les femmes à organiser leurs relations sociales dans le sens qui convient au patriarcat. Par exemple, donner la primauté aux relations romantique et sexuelle avec des hommes, valoriser le fait de ne pas avoir d'amis femmes, valoriser la supposée simplicité des relations amicales avec des hommes et dévaloriser les espaces principalement féminins et interpréter toute admiration pour une femme comme de la jalousie. Donc, une contre-politique des féminismes noirs de la désirabilité vise à remettre en question l'hégémonie masculine et bourgeoise sur la division entre celles et ceux qui ont les choix des choix et celles et ceux qui doivent attendre d'être choisis. Cette contre-politique de désirabilité, elle ne se déploie pas à l'échelle individuelle parce que, comme on l'a rappelé hier, une politique des féminismes noirs est une politique collective, une politique du changement social, une politique du changement des relations et de la production des ressources, du bien-être et aussi des rapports de classe. Cette politique ne se déploie pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective pour déplacer le désir vers des formes d'empowerment, d'empuissancement, c'est-à-dire d'utiliser ce que Audre Lorde nous dit, le pouvoir de l'érotisme comme une force pour changer la vie et changer la vie collective, surtout quand elle nous dit que
on peut scruter tous les aspects de notre existence et nous obligeant à évaluer honnêtement leur sens dans nos vies. Et c'est là une lourde responsabilité pour chacune de nous de ne jamais de se contenter de la facilité, de la pacotille, du conventionnel attendu ou de la sécurité. Ceci est une invitation à avoir une contre-politique qui remet en cause les assignations et les cases dans lesquelles on peut être coincé. Donc, pour terminer, aujourd'hui, la dernière partie qu'on va voir, c'est la question de la production fictionnelle et la production de narrative et la production de ce qu'on appelle les films, surtout la production audiovisuelle, c'est-à-dire les films, les séries et les imaginaires. Et pour ça, on va le faire avec un concept extrêmement important de Bell Hooks qui s'appelle le regard contestataire et qui est en version originale qui s'appelle The Oppositional Gaze. La Bell Hooks nous dit la plupart des femmes avec qui j'ai parlé avaient l'impression qu'elles résistaient consciemment à l'identification avec les films, que cette tension rendait le cinéma moins agréable. Parfois, cela causait une douleur. Comme l'a dit une femme noire, je pouvais toujours profiter des films tant que je ne regardais pas trop en profondeur. Pour les spectatrices noires qui ont regardé trop en profondeur, la rencontre avec l'écran était douloureuse. Que certains d'entre nous aient choisi d'arrêter de regarder était un geste de résistance. Se détourner était une façon de protester, de rejeter la négation. Donc, ce concept de regard contestataire fait partie d'un des concepts les plus très importants dans ce qu'on appelle les études culturelles critiques, c'est-à-dire tout ce qui est études des médias, études médiatiques et études culturelles critiques féministes. Le concept de regard, il est souvent analysé en fonction de la domination. Il y a en anglais, regard, c'est gaze, donc on parle du white gaze, du male gaze, c'est-à-dire c'est quand quelque chose est produit pour le regard du dominant, c'est-à-dire quelque chose est produit pour confirmer, conforter les archétypes et les stéréotypes que les dominants ont sur une catégorie. Et ce regard objectifie l'autre, c'est-à-dire transforme l'autre en objet et en stéréotype. Donc, Bell Hooks propose dans son livre d'analyser le pouvoir qui réside dans le fait d'être spectatrice. Donc, dans ce cas, de la même façon que Audre Lorde transforme le concept d'érotisme pour en faire quelque chose de poétique, Bell Hooks, avec son concept de regard contestataire, au lieu de se concentrer sur les personnes qui produisent les images, se concentre sur les spectatrices et dire que être spectatrice et que les spectatrices noires peuvent avoir ce qu'on appelle un regard contestataire et donc reprendre le pouvoir. Le regard a été un site de résistance, Bell Hooks nous dit, pour les Noirs colonisés dans le monde, parce que les subalternes, dans les relations de pouvoir, apprennent par l'expérience qu'il existe un regard critique, un regard qui cherche à documenter un regard contestataire. Et là, on revient à ce dont on parlait hier sur le regard des subalternes. Ça veut dire toutes les choses que les personnes qui sont dans des positions dominées peuvent observer des personnes dominantes. Parce que ce que nous dit la sociologie, c'est que les personnes dominantes ne se pensent jamais observées. C'est-à-dire, elles pensent être neutres et ne se pensent jamais observées. Mais les études, surtout les études subalternes, nous disent qu'il y a un regard que les subalternes ont dans l'observation. Et on voit dans l'histoire des luttes et des organisations de lutte que beaucoup des luttes, surtout anticolonialistes, anti-esclavagistes, des luttes des personnes contre la ségrégation, beaucoup de connaissances que les colonisés ont du colon, que les personnes mises en esclavage ont des personnes, des esclavagistes, se font parce qu'ils les observent et parce que les gens pensent que, parce qu'ils vivent avec des gens qui nettoient leur maison, qui s'occupent de leurs enfants, que pour eux, ils sont invisibles pour ces gens, mais que ces gens les observent. Et cette observation crée du savoir. On a parlé hier du fait que la production de savoir universitaire n'est qu'une forme de production de savoir, n'est qu'une forme de production théorique, mais qu'il y a des formes de production de savoir, d'accumulation de savoir
qui peuvent être produits dans d'autres espaces et observer depuis une position subalterne, de la même façon que, par exemple, dans le contexte haïtien, quand les gens vivent, les personnes qui travaillent chez les gens sont vues comme invisibles, mais ces personnes, ils documentent et connaissent beaucoup de choses des personnes pour lesquelles ils travaillent. Donc, ce genre de connaissances est utilisé dans les luttes de libération. Donc, s'appuyant sur les théories des féminismes noirs, elle rappelle, Bell Hooks, que les femmes noires, comme elles ne peuvent mobiliser ni leur race, parce qu'elles sont noires, et c'est une catégorie subalterne, ni leur genre, parce qu'elles sont femmes, font face à la violence des représentations. Les représentations qui sont racistes, des représentations qui sont sexistes, des représentations qui sont contre les pauvres, donc classistes, qui touchent toutes les catégories. Donc, Bell Hooks nous dit que la représentation des femmes noires à l'écran reprend les archétypes dont on a parlé il y a 2 jours, c'est-à-dire les archétypes de la nounou, de la servante, les archétypes de la Jézébel, l'archétype de la matriarche ou l'archétype de la mère assistée. Et souvent, vous verrez, dans ces images violentes, ce sont ces archétypes qui sont mobilisés et qui sont actualisés, modernisés et mis de certaines façons. Donc, le regard contestataire, il est dans un contexte où on a un pouvoir en tant que spectatrice d'interagir différemment avec l'œuvre. Ça veut dire de ne pas regarder certaines scènes, de ne pas les prendre sérieusement et de ne pas consentir à la suspension volontaire de l'incrédulité. La suspension volontaire de l'incrédulité, c'est un concept qui a été formé par Samuel Taylor Coleridge. La suspension volontaire de l'incrédulité, c'est extrêmement important dans les études des médias et les études culturelles. C'est quand vous regardez un film, vous devez suspendre votre incrédulité. C'est-à-dire que quand vous regardez Game of Thrones, vous devez croire qu'il y a des dragons et que Jon Snow, il peut combattre tout le monde et gagner. Quand la suspension volontaire de l'incrédulité, c'est-à-dire vous regardez Black Panther, vous devez croire que Black Panther peut faire tout ce qu'il peut faire. Et c'est extrêmement important, c'est ce qui définit notre relation entre spectateurs et les œuvres de fiction. Ça veut dire que pour qu'on rentre à l'intérieur d'une œuvre de fiction, pour qu'on regarde Avatar, pour qu'on puisse regarder Star Wars ou tous les films, il faut qu'on suspende l'incrédulité. Ça veut dire qu'il faut qu'on suspende notre esprit critique en disant « Ah non, mais c'est pas possible qu'il y ait des voitures volantes, c'est pas possible que quelqu'un peut respirer sous l'eau, etc. » Ça veut dire vous acceptez le monde qu'on vous propose comme étant possible. Et ça, c'est un concept important des études culturelles, c'est-à-dire qu'on suspend volontairement, c'est-à-dire c'est un choix, c'est pas imposé, parce qu'il y a des suspensions de l'incrédulité qui ont lieu dans des concepts de sectes, par exemple les personnes dans les concepts religieux, où des personnes pensent que boire de l'eau ou un pasteur se lave les pieds peut guérir du Covid, c'est pas une suspension volontaire. Voilà, donc pour conclure ces 3 jours, on va terminer avec ce qu'on appelle la politique d'imagination. On a vu le regard contestataire et la production... Désolée. Voilà. Donc, ce que fait le regard contestataire, on a les productions individuelles qui confortent les archétypes et les stéréotypes qu'on a vus. Donc là, vous voyez des extraits de Autant n'emporte le vent, qui est un film, il y a un livre extrêmement raciste et sexiste, ou The Help. Et après, il y a des productions qui sont en miroir. Donc les productions en miroir, ce sont des productions qui essayent de répondre point pour point aux archétypes. C'est-à-dire, rappelez-vous de la citation de Toni Morrison, dont on a vu et dont j'ai parlé hier ou avant-hier, que la fonction du racisme, c'est de vous maintenir occupé. C'est-à-dire qu'il y a des archétypes et des stéréotypes, et il y a des productions qui essayent de prouver que c'est pas vrai et de créer des modèles qui sont complètement à l'opposé et extrêmement
qui peuvent être très fantasmagoriques. Et ensuite, il y a ceux qui arrivent à avoir une relation qui prennent en compte ce regard contestataire, mais qui le prennent en compte dans la production. Et vous avez les productions qui sortent des cadres. Et là, on a Daughter of the Dust ou le film Saint-Omer dont je vous ai parlé. Ça veut dire qu'ils comprennent la complexité que produit les politiques d'identité, que produisent la violence, que produisent le sexisme, le patriarcat, le capitalisme, qui n'essayent pas d'éluder, d'éviter, d'essayer de mettre sous le tapis les questions de violence, même les violences intracommunautaires, mais qui essayent de faire en sorte que les personnages ne soient ni extrêmement bons, parfaits, ni extrêmement mauvais, mais qui les réhumanisent. Donc c'est ça, des productions qui sortent des cadres et qui essayent de proposer d'autres politiques de l'imagination. Donc pour finir, on va parler des rêves du futur, et pour ça, je pense que c'est bien de conclure avec la citation de Joyce James, qui est une universitaire noire américaine, une penseuse critique, intellectuelle très importante, et qui a une citation qui dit il y a une coquille, c'est « Je me méfie des rêves qui ne prévoient pas la possibilité du cauchemar ». Et se méfier des rêves qui ne prévoient pas la possibilité du cauchemar, ça veut dire se méfier des productions qui disent tout va bien se passer, et des politiques de l'imagination qui disent tout va bien se passer, et qui ne prévoient pas la possibilité de la violence, la possibilité de la contre-révolution, la possibilité des obstacles, et qui ne prévoient pas le jour après la fin du monde. Donc il y a une politique de l'imagination propre, une politique de l'imaginaire propre à la pensée des féminismes noirs radicales, en termes d'imagination fictionnelle, de science-fiction, de narration, qui imagine la possibilité de cauchemar, mais qui propose quelque chose de différent, et on retrouve ça beaucoup dans les œuvres, par exemple, de Toni Morrison, dont la plupart des livres, ce ne sont pas les livres les plus joyeux qui existent, de la littérature, qui sont vraiment assez tristes, mais elle permet que ces personnages ont assez de complexité pour faire ce qu'ils peuvent avec des situations extrêmement violentes, surtout des situations sous esclavage. Donc voilà, c'est la conclusion de ces 3 journées. On a parcouru la conceptualisation par les féminismes noirs de la question du genre, de ce que représente le genre, de la race, la mobilisation, c'est-à-dire comment cette conceptualisation se traduit à travers les mouvements politiques, les mobilisations politiques. Et aujourd'hui, on a vu des exemples, il y aurait eu peut-être 4 ou 5 en plus, vu le temps nous a manqué et nous a fait la guerre, de voir des exemples d'axes importants de la pensée des féminismes noirs. Je tiens à remercier les personnes qui sont restées en ligne, désolée pour la coupure, pendant ces 3 jours, et à toutes les personnes qui sont venues les 3 jours, ou même une partie des 3 jours, et bien sûr à l'invitation pour faire ce cycle de conférences dans le cadre du cycle de formation en études féministes, de genre et de sexualité. J'espère que vous suivrez, pour les personnes qui habitent à Port-au-Prince, vous suivrez en ligne les interventions, les 2 interventions de Rose Mirly Joseph en janvier, et vous serez dans cette salle en présentiel en mars pour Daniel Magloire, et en avril pour Darlene Alexis. Je vous remercie et j'espère que vous avez appris des choses. Maintenant, on va prendre des questions, mais pas beaucoup, parce que je suis un peu en retard. Donc, on va prendre 4 questions, dont une question en ligne, et je vais prendre les 3 questions sur place en même temps pour y répondre. Si vous pouvez faire que les questions soient courtes, ce serait vraiment bien. Encore merci pour votre attention.